Bonsoir à tous, bienvenue dans Euronews Soir et merci d'être avec nous pour ce journal. Voici l'essentiel de l'actualité européenne et internationale de ce mardi 10 septembre. Fin du suspense à la Commission européenne. Après d'âpres négociations, la présidente de l'institution Ursula von der Leyen a dévoilé son nouvel exécutif qui attend le feu vert du Parlement de Strasbourg. La candidate française Sylvie Goulard obtient le portefeuille du marché intérieur, un portefeuille vaste qui comprend aussi la défense. Analyse avec notre bureau de Bruxelles à suivre dans un instant. Boris Johnson s'en remet à son cabinet. Malgré la suspension du Parlement, le chef du gouvernement britannique voit ses marges de manœuvre plus limitées que prévues sur le Brexit. Et puis c'est une œuvre enfin restituée à l'Ukraine après un périple de plus d'un demi-siècle. Ivan le Terrible est de retour sur ses terres grâce à un couple d'Américains. La prochaine Commission européenne se dessine. La présidente Ursula von der Leyen a dévoilé les portefeuilles de son équipe qui devra relever les prochains défis de l'Union. Un nouvel exécutif nommé au terme de difficile pourparlers et qui comptera presque autant d'hommes que de femmes pour la première fois. La prochaine Commission européenne est désormais connue. La présidente élue de l'institution, la première femme à occuper cette fonction, a dévoilé ce mardi son équipe et la répartition des portefeuilles. Ursula von der Leyen attend que ses collaborateurs soient à l'écoute des citoyens. Je veux que cette commission soit flexible, moderne, une commission agile. Je veux présider un collège engagé qui comprend l'Europe, qui écoute ce que veulent les Européens. Les fortes personnalités héritent de postes importants à l'instar du néerlandais Frans Timmermans. L'actuel vice-président garde son titre et sera en charge de la transition écologique dans la nouvelle équipe, une priorité pour Ursula von der Leyen. Je veux que le Green Deal européen soit la marque de fabrique de l'Europe, au cœur de notre action pour devenir le premier continent neutre en matière de climat. Autre personnalité connue à Bruxelles, l'ancien porte-parole de la Commission Margaritis Schinas. Le grec sera en charge du mode de vie européen qui comprend entre autres l'immigration. Ce doit être un engagement noble de l'Union européenne. Vouloir accueillir des réfugiés qui ont besoin de la protection européenne. Mais cela doit se faire de façon ordonnée et régulée. Les candidats doivent maintenant être approuvés par le Parlement européen. Les auditions devant les eurodéputés auront lieu dans les prochains jours. La Française Sylvie Goulard hérite de son côté du portefeuille du marché intérieur. Fidèle de la première heure d'Emmanuel Macron, elle est spécialiste des questions économiques et maîtrise les arcanes de Bruxelles. Mais sa nomination a aussi fait grincer des dents. Voyez ce portrait signé Sandrine Delorme. Reconnue comme une spécialiste de l'Union européenne, Sylvie Goulard a donc été choisie par Emmanuel Macron pour occuper le poste de la France à la Commission européenne. Sa désignation a provoqué quelques grincements de dents en France et à Bruxelles. Pourquoi ? On vous explique. Sylvie Goulard est actuellement sous-gouverneure de la Banque de France. C'est une experte des questions financières et monétaires, matière qu'elle a assez longuement brassée au Parlement européen. Élue successivement pour 2 mandats européens en 2009 et 2014 sous l'étiquette centriste, elle est germanophone et elle pourrait être un atout important dans les relations outre-Rhin. Appelée par le président Macron pour devenir ministre de la Défense en 2017, c'est à ce moment-là que les ennuis commencent. Un mois après sa nomination, elle est en effet obligée de démissionner car, et c'est là que le bât blesse à Bruxelles, elle est soupçonnée d'être impliquée dans l'affaire des emplois fictifs d'assistants des eurodéputés du parti Modem. Une affaire qui provoque d'ailleurs aussi à l'époque le départ du gouvernement des centristes François Bayrou et Marielle de Sarnez. Depuis, l'enquête a été menée. Sylvie Goulard a remboursé 45 000 € bruts au Parlement européen au titre des salaires et charges de son assistant parlementaire et le Parlement a clos le dossier le 30 août. L'enquête judiciaire française, en revanche, se poursuit. Sylvie Goulard pourrait être aussi mise en difficulté lors des auditions devant le Parlement européen pour une autre affaire. Un travail généreusement rémunéré pour un think tank américain de l'automne 2013 à fin 2015, alors donc qu'elle était eurodéputée. Elle était employée par l'Institut Berggruen du milliardaire américano-allemand éponyme comme conseillère spéciale du Conseil pour l'avenir de l'Europe.
Groupe dont font aussi partie Jacques Delors, Pascal Lamy, Mario Monti, Tony Blair ou encore Alain Minc. À ce titre, Sylvie Goulard a au moins participé à la rédaction de 2 documents d'une quinzaine de pages et à l'organisation de plusieurs réunions. En 2 ans environ, elle a reçu pour salaire entre 324 000 et 350 000 euros, soit environ 12 000 euros bruts par mois, en plus de son salaire mensuel d'eurodéputé de 8 700 euros. Le choix d'Emmanuel Macron est-il une erreur ? Réponse dans quelques semaines. Et pour évoquer ce nouvel exécutif européen, direction notre bureau de Bruxelles. Bonsoir Grégoire Laurie et merci d'être avec nous. Bonsoir Anne-Lise. Sylvie Goulard a donc obtenu un portefeuille central. À saluer l'Elysée, c'est un portefeuille plus vaste que d'habitude et stratégique. Effectivement, et il ne faut pas se fier aux apparences. Sur l'organigramme de la Commission européenne, Sylvie Goulard hérite du portefeuille du marché intérieur. Mais si vous lisez le communiqué de la Commission européenne, ou si vous écoutez la conférence de presse, la candidate française aura un champ d'action particulièrement large. L'ancienne eurodéputée sera aussi en charge de la politique industrielle, du marché numérique et de la nouvelle direction générale de l'industrie, de la défense et de l'espace. La voici donc placée à la tête de nombreux départements, des services vastes et avec le poids politique nécessaire. Les dossiers économiques sont les plus recherchés par les États membres. L'obtention du marché intérieur est donc une très bonne prise pour la France. Ce poste aux compétences transversales permet d'influencer de nombreux choix européens. Et puis, il y a la création de cette nouvelle direction générale de la défense et de l'espace. L'annonce est forte. Ce nouveau service sera en charge de mettre en place le Fonds européen de la défense, un projet politique souhaité par la France et l'Allemagne pour renforcer l'industrie militaire européenne, pour mieux coordonner les systèmes entre les États membres. Sur le papier et dans la mécanique institutionnelle, Sylvie Goulard devrait donc siéger sur l'un des fauteuils incontournables de la prochaine Commission. La nomination de Sylvie Goulard doit être validée par le Parlement européen. Elle a été entendue par la police française aujourd'hui dans le cadre des emplois fictifs du MoDem. Ses liens avec un think tank américain sont aussi controversés. Ces éléments peuvent-ils ternir, selon vous, son dossier ? En tout cas, cela fait dire que c'est un pari, voire un pari risqué pour certains. Ces 2 affaires pèseront lors de son audition qui devrait avoir lieu dans les prochaines semaines devant le Parlement européen. Les députés ne manqueront pas de l'interroger sur cette affaire d'emploi fictif présumé lorsqu'elle siégeait dans l'hémicycle. Ils lui poseront aussi très probablement des questions sur son activité auprès d'un centre de réflexion américain lorsqu'elle était parlementaire à Bruxelles et à Strasbourg. La présidente élue de la Commission européenne défend pour sa part la présomption d'innocence dont doit bénéficier la candidate française. Ursula von der Leyen dit aussi attendre la fin des travaux menés par l'OLAF, l'Office européen de lutte antifraude. En revanche, personne à Bruxelles ne remet en cause l'engagement européen de Sylvie Goulard, ni sa connaissance des dossiers économiques et des arcanes institutionnels. Si elle franchit l'obstacle des auditions du Parlement, elle devra tout de même se préparer à porter le poids de la suspicion le temps de l'enquête. Merci Grégoire Laurie pour ces précisions données depuis notre bureau de Bruxelles. C'est désormais le silence radio au Parlement britannique. Boris Johnson a décidé de suspendre ses travaux jusqu'à la mi-octobre pour avoir les mains libres. Mais le Premier ministre britannique se retrouve aujourd'hui dans une position délicate. Christelle Petrangari. Le feuilleton du Brexit continue. Boris Johnson entend toujours trouver un accord pour quitter l'Union européenne le 31 octobre. Pour lui, pas question de demander à Bruxelles un report de 3 mois. Mais après une semaine éprouvante où il a essuyé échec après échec, le Premier ministre britannique semble avoir perdu la main. Il a réuni son Conseil des ministres pour décider de la marche à suivre. Le dirigeant conservateur n'a en fait plus le choix. Il doit conclure un nouvel accord avec Bruxelles ou obtenir l'aval du Parlement à un no deal avant le 19 octobre. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent vraiment le Brexit, y compris les Britanniques, mais aussi à Bruxelles et nos amis et partenaires à travers l'Union européenne. Ils veulent qu'on s'en occupe. Ça fait 3 ans que ça traîne. C'est pourquoi nous travaillons très fort pour obtenir un accord. Et je pense que nous l'obtiendrons. Mais si c'est absolument nécessaire, nous ne conclurons pas d'accord. Pour l'opposition travailliste, pas question d'un no deal. Un report du Brexit doit être validé avant des législatives anticipées. L'idée d'un nouveau référendum n'est pas écartée. Une élection générale approche. Nous ne laisserons pas Johnson en dicter les termes. Et je peux vous dire que nous sommes prêts pour ces élections. Et lors de ces élections, nous nous engagerons à un vote public avec 2 options. Soit quitter l'Union européenne, soit rester.
Comme en a décidé Boris Johnson, les travaux du Parlement britannique sont officiellement suspendus pour 5 semaines. La cérémonie marquant cette suspension s'est déroulée lundi soir au milieu des protestations de l'opposition. Le Premier ministre entendait sortir de l'impasse en convoquant des législatives anticipées, une proposition rejetée par les députés. Donald Trump a limogé John Bolton. Le locataire de la Maison-Blanche s'est débarrassé de son conseiller à la sécurité nationale. Depuis plusieurs semaines, les relations étaient particulièrement tendues en raison des désaccords entre les deux hommes dans plusieurs dossiers. Un nouveau départ inattendu dans l'administration Trump, celui cette fois de John Bolton, le très influent conseiller à la sécurité nationale, connu pour ses positions dures à l'égard de l'Iran, de la Russie ou de la Corée du Nord. Comme souvent, c'est sur Twitter que Donald Trump a annoncé le limogeage de son conseiller. J'ai informé John Bolton hier soir que nous n'avions plus besoin de ses services à la Maison-Blanche. J'étais en désaccord avec nombre de ses suggestions et je nommerai un nouveau conseiller à la sécurité nationale la semaine prochaine. Ce départ intervient après la décision surprise de Trump de mettre fin aux négociations avec les talibans pour tenter de ramener la paix en Afghanistan. Les médias américains évoquent un contentieux autour de la tenue de ces pourparlers. C'était l'une des sources de crispation au sein de l'exécutif américain, la Corée du Nord. Pyongyang s'est livré à de nouveaux tirs de missiles alors que le régime dit vouloir renouer le dialogue avec Washington. La Corée du Nord souffle le chaud et le froid. Le pays a lancé ce mardi de nouveaux missiles à courte portée. Les projectiles ont parcouru un peu plus de 300 km avant de s'abîmer en mer du Japon. Pyongyang a procédé à ces essais quelques heures seulement après avoir proposé aux États-Unis de reprendre fin septembre les négociations sur son programme nucléaire. Celles-ci sont au point mort depuis février quand Donald Trump et Kim Jong-un avaient échoué à trouver un accord sur la dénucléarisation nord-coréenne. C'est une œuvre enfin restituée à l'Ukraine après un périple de plus d'un demi-siècle. Ivan le Terrible est de retour sur ses terres grâce à un couple d'Américains qui a remis ce tableau initialement dérobé. Raphaël Tavernier. Le tableau de Mikhail Panin intitulé « Le départ secret d'Ivan le Terrible avant l'Oprichnina » est de retour chez lui en Ukraine. L'œuvre avait été volée en 1941 durant l'occupation nazie. Elle avait été retrouvée en 2017 aux États-Unis. En cherchant à en savoir plus sur ce tableau et sur l'histoire de l'artiste, un document russe a révélé que la toile avait disparu d'un musée pendant la Seconde Guerre mondiale. Le retour de ce tableau datant de 1911 a été célébré en Ukraine lors d'une cérémonie officielle. Au nom du président de l'Ukraine, merci beaucoup d'avoir rendu cela possible. David et Gabi Tracy, un couple d'Américains, avaient hérité de l'œuvre en 1980 en achetant leur maison. Je suis née en Tchécoslovaquie, mais nous avons fui ce pays pour nous installer en Hongrie. À la fin de la guerre, nous avons été libérés par les Russes. Nous avions survécu et sommes finalement partis nous installer aux États-Unis comme réfugiés en 1947. En apprenant l'histoire de son tableau, Gabi n'a pas hésité longtemps avant de le rendre à l'Ukraine. Elle espère pouvoir se rendre un jour dans ce pays pour voir Ivan le Terrible épinglé au mur du musée. C'est la fin de cette édition préparée par l'équipe francophone. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver toute l'actualité sur notre site et sur les réseaux sociaux. Très bonne soirée sur Euronews.